En août 1914, les grandes puissances européennes entrent en guerre. États et populations sont entraînés dans une guerre mondiale d'un type nouveau. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui, on va voir comment la Première Guerre mondiale bouleverse les sociétés européennes. Partie 1, l'engrenage des alliances. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Vous avez un nationalisme de tous les pays européens qui amène à la mise en place d'un système d'alliances, notamment de deux grandes alliances dont on va reparler juste après. Le nationalisme, c'est l'idéologie politique qui repose sur l'affirmation et sur la supériorité d'une nation. La première de ces alliances, c'est la Triple Entente. Elle comprend la France, le Royaume-Uni ainsi que la Russie, et elle s'oppose à la Triple Alliance qui comprend les empires allemands, les empires austro-hongrois ainsi que l'Italie. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, qui est l'héritier de l'empire d'Autriche-Hongrie. Cet assassinat met le feu aux poudres et le conflit va éclater et s'élargir progressivement du fait de systèmes d'alliance justement. Cette guerre, qui devient une guerre très vite mondiale, débute par un conflit qui se rappellera une guerre de mouvement. La ligne de front, elle va bouger tout au long de la première phase de la guerre. Mais dès la fin 1914, c'est une guerre de position. On pense que la guerre va pas durer très longtemps, quelques mois, maximum un an, mais c'est là qu'on se trompe. De nombreuses offensives, violentes et meurtrières, ont lieu dans les tranchées. Des soldats sont envoyés au front tous les jours, de nombreux meurent au front tous les jours, et ce conflit que dans l'opinion publique, on mettait en place de la censure, et bien que l'on pensait court, finit par être un conflit très très long. Ce conflit se terminera en 1918, et l'Allemagne reprendra même l'avantage au printemps 1918, mais ça va être grâce à l'aide des États-Unis et notamment à l'usage des chars et des avions que l'entente remportera la victoire au cours de l'été 1918. L'armistice avec l'Allemagne sera signé le 11 novembre 1918. L'armistice, quant à elle, sera signé à Versailles, sera le traité de Versailles, le 28 juin 1919. A noter qu'il sera signé dans la galerie des glaces du château, et on reviendra dessus notamment lorsqu'on parlera de la Seconde Guerre mondiale. Partie 2, civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. Il faut vraiment noter que ce conflit, c'est un conflit qui est un conflit global. Il touche toutes les castes de la société et l'entièreté de la société. Dans un premier temps, bien sûr, les soldats qui vont, en combattant, subir une violence de masse, liée notamment à l'usage de l'artillerie, des obus, des mitrailleuses, mais aussi des avions ainsi que des chars. Dans les tranchées, les soldats avaient des conditions de vie très difficiles. Hormis le surnom que l'on donnait à ces soldats qui étaient les poilus du fait du manque d'hygiène, il faut noter que ces soldats, justement, notamment sur le front et pas à l'arrière, avaient un manque d'hygiène important, un manque de nouvelles très important de la part de leur famille. On censurait aussi les mauvaises nouvelles pour éviter qu'ils perdent la forme morale au combat. Et en plus de ça, ils vivaient dans la peur permanente de se voir attaquer ou de perdre la vie, voire même la vie d'un de leurs amis. En effet, la guerre est liée à la mort, et cette première guerre mondiale sera liée au premier génocide, celui des Arméniens, qui aura lieu entre 1915 et 1916. En 1914, il faut noter que la minorité arménienne, c'est plus de 2 millions d'habitants de confession chrétienne, vit dans les parties orientales de l'Empire ottoman qui est majoritairement musulman. Marqué par les défaites militaires et les tensions au sein de l'État, le gouvernement ottoman pratique des déportations et massacre les Arméniens entre 1915 et 1916. Il provoquera la mort d'environ 1,2 à 1,5 million d'entre eux. Concernant les civils, quant à eux, ils ne sont pas au front, mais la guerre reste une guerre totale qui mobilise l'ensemble de la population, et l'arrière sera donc mobilisé. Les États vont faire appel aux femmes pour travailler dans les champs ou dans des usines de production militaire. C'est de là que viendra notamment le mot
munitionnettes, pour parler de ces femmes qui fabriquaient des munitions. Des travailleurs étrangers viennent aussi des différentes colonies françaises. Une grande partie des industries se reconvertit dans la production militaire. Pour financer la guerre, les États vont s'endetter, ils vont augmenter les impôts ainsi que les taxes, et parfois ils vont même jusqu'à faire appel à l'épargne de certains citoyens. Dans le même temps, les États ils censurent les informations que les soldats envoient et ils développent une forme de propagande pour convaincre les populations que la guerre est juste et que les opérations militaires se passent bien, que chaque pays est en train en fait de dominer le conflit et que ce conflit va s'arrêter très très vite. La mobilisation des États est donc économique, financière mais aussi morale et l'effort de guerre est présent de la part des soldats, mais vous avez aussi une mobilisation des civils qui reste très très importante. Troisième et dernière partie, la fin de la guerre et ses conséquences. La Première Guerre mondiale, c'est 10 millions de morts, dont près de 9 millions de soldats. Des millions de soldats qui vont être gravement mutilés ou traumatisés. On parle ici des gueules cassées. Je vous mettrai un petit tableau, celui d'Otto Dix, des joueurs de skat très très connus. En grand nombre, les femmes finissent par devenir veuves et les enfants orphelins. Dans le même temps, les territoires du nord et de l'est de la France, ainsi que de la Belgique, vont être ravagés par la guerre. L'Europe, elle est endettée, elle connaît des difficultés économiques. Les États-Unis, qui quant à eux sont préservés des combats, en tout cas des combats physiques, deviennent la première puissance mondiale dès 1918, dès cette fin de Première Guerre mondiale. 4 traités vont être signés à la fin de cette guerre. On a déjà parlé, l'armistice, le traité de Versailles le 28 juin 1919, mais vous avez aussi 2 autres traités qui vont régler les questions de l'Autriche-Hongrie, ainsi que celui de l'Empire ottoman qui va disparaître. Ces traités, c'est le traité de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919 et celui du traité de Sèvres du 10 août 1920. 2 éléments à retenir pour cette fin de guerre. Le premier, c'est que le traité de Versailles, en plus de mettre fin à la guerre, mettra en place la Société des Nations qui a pour objectif de maintenir la paix dans le monde. Malheureusement, on verra qu'elle n'arrivera pas forcément à cela. Le Sénat américain, il sera très vite déçu de cette SDN. Et le deuxième point, j'essaierai de vous les afficher, c'est tout simplement les 14 points du président Woodrow Wilson, qui en fait est le nom donné au programme du traité de paix, mis en place par justement Woodrow Wilson, pour mettre fin à la Première Guerre mondiale et reconstruire l'Europe. Les 5 premiers de ces points, ils abordent notamment des éléments qui incluent le libre-échange, l'abolition des droits de douane, l'ouverture des marchés, etc., le libre accès à la mer, la démocratie, l'abolition de la diplomatie, le désarmement, la restitution des souverainetés, etc., etc. Ces 14 points sont passés notamment dans le traité de Versailles et il n'avait pas été décidé de le mettre en place avec l'Europe. La volonté du président Wilson, c'est tout simplement de faire passer son programme dans le traité de Versailles, ce qu'il arrivera à faire, mais l'Europe d'après-guerre n'adoptera vraiment que 4 de ces points. A noter que, et ça c'est très important, l'autodétermination des peuples, notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ne sera pas appliqué sur le terrain pour les peuples vaincus, pour les États non représentés dans les instances internationales, par exemple les Ukrainiens, les Irlandais, et non plus pour les peuples colonisés. Voilà. Je pourrais parler longtemps de cette SDN, moi elle me passionne, et notamment cette après-guerre, là, cette période avec plein de traités qui se mettent en place, un poids très important dans mon proche Moyen-Orient. Ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et puis je m'amuserai à ressortir des cours de fac pour bien vous préciser des choses. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Lâchez un pouce bleu, je sais, je le dis tout le temps, mais vraiment, vraiment, ça soutient la chaîne. Plein de vidéos comprendre en moins de 3 minutes, et cette fois, c'est vrai, c'est comprendre en moins de 3 minutes, pendant 10 minutes, mais il y a des sujets comme ça, là où ça va être très compliqué. J'ai fait depuis la préhistoire jusqu'à la période moderne, et pour la période qui parle là de la Première, la Seconde Guerre mondiale, les totalitarismes, j'avoue que les vidéos vont être un poil longues, et j'en suis navré, mais en vrai, est-ce qu'on se ferait pas un peu plaisir? Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Melicus, prenez soin de vous. Ciao, ciao.